Chers téléspectateurs de Wafrica TV, comme nous le savons en tant que républicains, les républiques sont leur constitution. Et pendant beaucoup de temps, nous avons lu le professeur Eric Ngango-Youmbi dans son texte. Il a publié notamment la justice constitutionnelle au Bénin. Et nous cherchions comme ça, dans le tohu-bohu, dans tout ce qui se dit dans nos républiques, les coups d'État, tout ce que nous avons vécu ces dernières années, nous voulions un constitutionnaliste pour venir nous expliquer ce que c'est que la Constitution, et notamment ce qui va faire l'objet de notre entretien aujourd'hui, c'est bien le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel? Mais comme nous ne pouvons pas en parler sans parler de la Constitution, nous avons réussi à l'attraper. Bonjour professeur. Bonjour. Eric Ngango-Youmbi. Bonjour. Merci infiniment de recevoir Wafrica TV. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Pourquoi cette réticence, vous qui êtes constitutionnaliste? Pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas faire cet entretien? C'est une espèce d'autocensure. Donc, quand je suis rentré de l'Europe, je me suis donné un certain nombre de libertés. Je prenais la parole librement. Mais j'ai appris à mes dépens que nous sommes dans un contexte marqué par la loi de l'Omerta, particulièrement le contexte de l'enseignement supérieur. Donc, j'ai appris à mes dépens que lorsque vous n'êtes pas parvenu à un certain grade, il faudrait vous abstenir de prendre la parole. Donc, pour l'instant, je pense que je peux prendre librement la parole sur des sujets techniques. Oui. Et c'est également au regard de votre insistance. Nous avons des liens très bien amicaux, oui. Donc je ne pouvais pas vous refuser cette demande. Merci d'ailleurs. Merci. Vous publiez notamment en 2019 le nouveau Conseil constitutionnel camerounais et vous sous-titrez La grande désillusion. Restons là. Bon, pourquoi la grande désillusion? Je vais, avant d'en venir à votre question, vous allez me permettre de rendre hommage à un aîné qui est en prison actuellement, un éminent constitutionnaliste africain, le professeur Frédéric Joël Aïvron. Donc je pense que la place d'un constitutionnaliste n'est pas d'être en prison. Donc il y est pour ses idées constitutionnelles et ses convictions politiques. Donc j'ai une pensée pour lui. Et vraiment, j'ai été au Bénin, j'ai vu il y a des transformations, il y a des autoroutes au Bénin. Donc c'est à mettre au crédit du président Talon, mais je crois qu'il serait davantage grand en libérant le professeur Aïvron ainsi que tous les prisonniers politiques. Oui. Je note quand même que l'article que vous publiez en 2019, c'est une étude en l'honneur du professeur Joseph Oona. Oui. C'est important de le mentionner. Oui, le professeur Joseph Oona est le premier agrégé camerounais de droit public en 1977. Donc, il a été agrégé en même temps qu'un certain nombre de professeurs en France, notamment l'Insèche Mescarakov qui était dans mon jury. Et les aînés ont lancé des mélanges à l'honneur du professeur Joseph Oona et il fallait envoyer des contributions. Donc, j'ai envoyé une proposition de contribution et elle a été refusée parce que j'étais un peu considéré comme, pour reprendre Brassens, comme le polisson de la doctrine camerounaise, comme Brassens le fut pour la chanson française. Alors, j'ai estimé que c'était injuste et je me suis dit, je dois lui rendre hommage dans un article à part. Oui. Merci infiniment. Rentrons dans notre thématique du jour, le Conseil constitutionnel. Mais avant, qu'est-ce que la Constitution? Commençons par là. C'est une question qui semble simple, mais bien difficile, parce que toute proposition est susceptible d'entraîner une levée de bouclier. Donc on peut définir la Constitution par rapport à sa place. On peut dire que c'est la norme au-dessus des autres normes. Mais on va contester parce qu'en théorie, Hans Kelsen n'a pas mis la Constitution au-dessus de l'ordre juridique. Il parle de Grundnorm plutôt. Donc on peut définir par rapport à son contenu, on peut dire c'est la Constitution est un texte qui comporte des dispositions relatives à l'organisation du pouvoir dans l'État et à l'organisation du pouvoir de l'État dans la société. Donc ça, c'est par rapport au contenu. On peut définir la Constitution par rapport à sa procédure,
c'est-à-dire un texte adopté suivant une procédure solennelle. Mais, comme je l'ai dit, chaque proposition est susceptible de critique. D'être discutée. Oui. Oui. Maintenant, quels sont les fondements de la Constitution? Oui, parce que je pose la question, parce que vous dites notamment dans votre article, le nouveau Conseil constitutionnel camerounais, vous déplorez par exemple le mimétisme français. Oui. Donc, est-ce que notre Constitution pourrait avoir comme source le droit français? Oui, mais disons que ce n'est pas la même question. Oui, Parce oui. que si vous me posiez la question du fondement de la Constitution... Commençons par le fondement de la Constitution. Oui, disons, le fondement de la Constitution, c'est la grande norme. Si on veut se situer sur une perspective positiviste. En termes plus simples. Positivisme sociologique, on dirait c'est l'idéal de justice sociale suivant Léon Duguy. Oui. Donc la question que vous posez, est-ce que le fondement de la Constitution, c'est le droit français, c'est ça? Non. Quel est le fondement de la Constitution? Commençons par là. Oui, je vous ai répondu. Ça dépend de l'école où on se situe. Oui. Parce que Hans Kelsen estime que le fondement d'une norme comme la Constitution doit être recherché, n'est-ce pas, dans la grande norme qui est au-dessus de la norme. Donc le fondement de la norme doit être recherché dans la norme qui lui confère sa validité. Oui. Et les positivistes estiment que c'est l'idéal de justice sociale, c'est un idéal social qui fonde la Constitution. Mais je ne crois pas que ce soit votre question. Parce que vous m'avez parlé du droit français. Non, maintenant, oui. On peut parler du droit français. Vous parlez du mimétisme français. Oui. Allons-y. Bon, le mimétisme, c'est un phénomène qu'on a observé, n'est-ce pas, au lendemain des indépendances. Et je me rappelle, je ne sais plus trop si c'est Pierre-François Gonidec, qui disait les constitutions d'Afrique noire francophone ressemblent comme des sœurs jumelles à leur mère, la constitution française du 4 octobre 1958. Disons, c'est un courant qui a fait fleuresse sur le continent, mais à partir d'une certaine année, à partir des années 70, il y a eu, n'est-ce pas, au plan politique, ce qu'on appelait la doctrine de l'authenticité. D'accord, l'authenticité qui s'est manifestée aux Zaïre, vous vous rappelez de la zaïrianisation, vous vous rappelez de la tchaditude de Tolba Baye, le président du Tchad, qui avait d'ailleurs instauré pour tous les ressortissants du Sud un rite qui s'appelait le Yondo. Donc, c'est-à-dire, pour être un homme, il fallait suivre ce rite initiatique. Et lui-même avait suivi le rite. Et c'est au sorti de ce rite qu'il avait pris le nom de Gata. Donc, ça, c'est ce qui concerne la pratique politique, mais également en doctrine. Au lendemain des indépendances, on constate que beaucoup d'auteurs, n'est-ce pas, ont essayé de voir qu'est-ce qui fait l'originalité de notre droit par rapport au droit français. Donc, si vous prenez les premiers thèses, celle par exemple du professeur Maurice Kamto, Pouvoir et droit constitutionnel, et c'est sur les fondements du constitutionnalisme. Donc, il essaie d'examiner qu'est-ce qui fait la spécificité de notre droit, et il estime que c'est la sacralité du pouvoir et la sacralisation du pouvoir. Même chose pour le professeur Roger Gabriel Lepp. Il a estimé qu'est-ce qui fait l'originalité, et il explique ça par l'idée de construction nationale à travers l'unité nationale et le développement. Donc je pense, en ce qui me concerne, que les droits africains sont originaux, et c'est très réducteur d'estimer que les droits africains miment le droit français. Il y a bien sûr l'hyperstructure qui est importée de France, la préfecture, la présidence de la République, le Parlement, etc. Mais on a au plan substantiel beaucoup d'originalité. Je pense aux chartes de transition, je pense aux accords politiques de sortie de crise, je pense même aux coups d'État. On va en parler. Oui, qui sont particuliers au continent africain. Vous avez, en France, le dernier coup d'État, c'est le coup d'État des 4 généraux de 1961. Et on peut dire qu'à partir de cette date, on en a plus eu. Mais sur le continent, on est environ à 200 coups d'État, dont une centaine environ s'est soldé par une réussite. Donc, on va en parler pour ça. Oui, d'accord. Maintenant que le décor est planté, rentrons
vivement dans notre sujet. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel? Conseil constitutionnel. Oui. Alors, le Conseil constitutionnel est un organe, n'est-ce pas, qui est chargé d'assurer le respect de la constitutionnalité des lois. Bon, on va dire de la suprématie de la Constitution, on peut définir de façon laconique. Chargé de respecter la suprématie de la Constitution. Oui. Dans la hiérarchie des normes juridiques, je le dis, sans être juriste, vous tolérez, Oui. tolérez s'il vous plaît si je me trompe, Oui. on dit parfois que les traités internationaux sont au-dessus de la Constitution. Bon, ça dépend. Si on est en Europe, la Convention européenne des droits de l'homme prime sur la Constitution. Oui. Bon, encore qu'en Europe, ça dépend des différentes cours constitutionnelles. Oui. Donc je ne vais pas revenir dans les détails. Par exemple, la Cour constitutionnelle allemande s'est montrée réticente à la primauté du droit européen. N'est-ce pas? Vous avez parlé du droit international, donc je vais prendre globalement du droit européen. On a la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel français, qui a admis la primauté sous condition. Et on a par exemple la Cour constitutionnelle de Belgique, qui a admis la primauté sans condition. Donc, mais sur le continent africain, je pense que la Constitution reste la norme des normes. Okay. C'est vrai qu'on a connu des développements récents. Au Bénin, dans une affaire, l'affaire de Wedi, on a connu un bras de fer entre, n'est-ce pas, la CEDEAO, la juridiction de la CEDEAO et la Cour constitutionnelle du Bénin. Mais je crois que c'est une espèce sans lendemain. Donc la Constitution reste la norme au-dessus. La norme supérieure. Oui, en Afrique. Donc le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de s'assurer que tout ce qui est fait dans le cadre d'une république est conforme à la Constitution. Si oui, je peux le oui, dire en disons globalement. Maintenant, oui. On peut rentrer dans les attributions plus en détail. Oui. Qui peut saisir le Conseil constitutionnel? Ouais, qui peut saisir le Conseil constitutionnel? Tout dépend de la nature du contentieux. Oui. Donc, la fonction principale du Conseil constitutionnel, comme j'ai dit, c'est le respect de la conformité à la Constitution des lois et de la compatibilité des engagements internationaux ainsi que le règlement intérieur avant la mise en application. Alors, dans les deux premières hypothèses, le Conseil peut être saisi par le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, un tiers des députés, un tiers des sénateurs. En ce qui concerne le règlement intérieur, c'est le président de la Chambre qui doit, n'est-ce pas, le transmettre au Conseil constitutionnel, puisque c'est un contrôle préventif et obligatoire pour les règlements intérieurs. Alors, si je prends une compétence comme, disons, les exécutifs régionaux peuvent saisir le Conseil constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause. Alors, en ce qui concerne la régulation du fonctionnement des institutions, prévue à l'article 46, qui est une fonction à part entière du Conseil constitutionnel, il faut dire que j'estime que c'est une compétence d'office. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel s'auto-saisit dans une telle hypothèse. D'accord? S'auto-saisit. Donc, si on prend la compétence consultative en matière de consultation politique, alors là, la saisine est encore plus restrictive. Par exemple, en cas de vacances, c'est le président de l'Assemblée nationale, après avis conforme du bureau, et rien que cette autorité, après avis conforme du bureau. Donc, le président de la République également, le président intérimaire peut saisir s'il y a modification du gouvernement pendant la période de vacances. Donc, ça dépend des différentes autorités. Et je vais conclure en disant que le citoyen n'a l'accès au Conseil constitutionnel finalement que dans le contentieux électoral. Mais pour autant qu'il ait été candidat, qu'il ait été donc, représentant d'un parti politique ou représentant du gouvernement. Est-ce que ça ne constitue pas une faiblesse de ce Conseil s'il ne peut pas être saisi, par exemple, par des partis politiques, par un groupe social qui estime qu'une norme mise en place viole la Constitution? Le Conseil constitutionnel peut être saisi par un parti politique dans le cadre des élections, un parti politique qui a participé. Oui, dans le cadre des élections. Maintenant, dans le cadre, j'insiste, c'est-à-dire que dans le cadre d'une loi, par exemple, il y a eu
il y a eu la loi sur je sais pas, les transferts de crédit. Je dis n'importe quoi. Oui. C'est-à-dire que dans une situation pareille, est-ce qu'il est possible que des partis politiques se mettent ensemble, par exemple sur le code électoral? Je ne sais pas. Je dis n'importe. Je parle vraiment comme un profane. Oui. J'imagine que si vous descendiez dans la rue, vous poserez la question. Est-ce que nous, on a la capacité de saisir combien nous faut-il être en termes de nombre pour saisir le Conseil constitutionnel par rapport à telle question? Vous comprenez le fond de ma pensée? De l'aider l'ATA, en référence au droit en vigueur, je suis désolé. Les citoyens ne peuvent pas saisir le Conseil constitutionnel, oui. Sauf dans l'hypothèse que j'ai donnée en matière électorale. Oui. Alors, il y a eu, pendant l'année 2021, 9 requêtes de citoyens qui ont été rejetées. Oui. Et les questions étaient très pertinentes. Il y a un citoyen qui a saisi, par exemple, le Conseil constitutionnel sur les directeurs de société qui se maintenaient en fonction, mais le Conseil ne pouvait pas statuer sur le fond. La requête a été déclarée recevable. Un autre qui a saisi le Conseil constitutionnel sur la violation de ses droits constitutionnels. Donc ce qui amène certains, on peut appeler ce Conseil, hein. Vous savez, les juridictions constitutionnelles ont un petit nom dans presque tous les pays. Au Gabon, on parle de cour de pisse, n'est-ce pas? Au Bénin, à un moment, on a parlé de cours de miracle. Donc, je crois qu'on pourra appeler notre juridiction constitutionnelle le Conseil des irrecevabilités. Parce que c'est important, ces irrecevabilités. Mais je dirais que s'il y a des réformes à faire, il faudrait vraiment ouvrir la saisine du Conseil constitutionnel aux citoyens, au moins en ce qui concerne les droits fondamentaux qui sont proclamés dans la Constitution. Pourquoi ? Riccardo Guassini, un constitutionnaliste italien, disait « Rien ne sert de s'activer, d'égrener un chapelet de droits et de libertés si on ne parvient pas à assurer efficacement la protection. » Donc, en ne permettant pas aux citoyens de saisir le Conseil constitutionnel en cas de violation de ces droits proclamés par la Constitution, on crée au sein de la Constitution une Constitution morte, une Constitution inerte. Or, le courant relationnel, l'aspect relationnel est un aspect aujourd'hui développé dans beaucoup de pays africains. Donc j'estime que c'est une lacune importante de ce conseil-là. Oui. Dans votre, vous parlez dans l'article sur le nouveau Conseil constitutionnel d'une excessive emprise présidentielle. Allons-y. C'est important de comprendre, peut-être que... Excessive. Oui, à l'époque, j'avais dénoncé, disons que j'estimais que... Mais c'est une analyse de sociologie. Oui. De sociologie juridique. Le président de la République pourrait influencer la nomination par d'autres organes. Parce qu'on a prévu une désignation, je voulais dire plutôt désignation, on a prévu une désignation assez équilibrée. C'est pas l'Assemblée nationale, le Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République, le Sénat. Donc en faisant une analyse, je le précise encore, de sociologie, donc on se rend compte que le président de la République peut, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, influer dans la désignation par différents organes. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais aussi il y a comme une épée de Damoclès suspendue sur la tête des juges constitutionnels, notamment la révision de 2008 a institué un adverbe. Un adverbe, disons le mandat éventuellement renouvelable. Donc pour moi, cet adverbe pourrait porter atteinte à la sérénité, je ne dirais pas l'indépendance, la sérénité des juges constitutionnels, et c'est ce que j'avais dénoncé dans cet article qui m'a fait laisser les plumes. Je suis un peu gêné que vous en reveniez. Vous avez présenté le contexte au début, donc vous comprenez. Professeur Ngango-Youmbi, oui. Est-ce qu'on peut parler d'un coup d'État constitutionnel? Bon, c'est une expression que je n'affectionne pas beaucoup, mais disons, on peut, l'origine de la notion de coup d'État constitutionnel vient en réalité du président François Mitterrand, qui a écrit en 1964 un ouvrage, Le coup d'État permanent, qui tendait à critiquer la Ve République, qui tendait à critiquer le général de Gaulle. Mais on a observé avec le temps que lorsqu'il a pris le pouvoir,
il se plaisait bien dans le costume qu'il estimait trop large à l'époque. Donc, et ensuite, la doctrine s'est appropriée. Je pense par exemple à Paul Bastide qui parle de coup d'État républicain. Alors, par coup d'État constitutionnel, qu'est-ce qu'on vise? On vise une violation grave de la Constitution qui a pour objet de prendre le pouvoir. Je vais vous donner des exemples. L'exemple qui me semble être le plus pertinent, c'est le détournement de la vacance. Donc, c'est ce qu'on a observé au Togo en 2005. En 2005, le président Gnassingbé Eyadema décède. Normalement, la Constitution prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale, M. Fambaré Ouattara, qui doit assurer l'intérim. Mais son avion a été détourné sur... bon, peut-être c'était des conditions climatiques, sur Cotonou. Il était avec un expert français. Et finalement, il a été recalé. Bon, et après, n'est-ce pas, on a vu un peu comment ça s'est fait. Je peux citer également en 2008, quand le président Lansana Conté est décédé. Oui. Dadi Camara s'est autoproclamé président. Donc c'était un coup d'État constitutionnel. Et on pourrait également citer l'hypothèse du Tchad en 2021, hein, il me semble. Donc le président décède sur le champ de bataille dans des conditions inconnues. Les autorités en place estiment qu'on a proposé au président de l'Assemblée qui normalement doit assurer l'intérim suivant la Constitution. Et il n'était pas très chaud. Je crois qu'il a des suppléants. Alors, toujours est-il que par un concours de circonstances, c'est Mahamat Déby qui a pris le pouvoir. Donc, je ne veux pas être... c'est pour cela que je n'ai pas beaucoup aimé l'expression coup d'État constitutionnel. Parce que il est vrai qu'il y a des dispositions prévues par la Constitution. Mais la fonction de régulation, qui est une fonction très laconique, peut permettre dans certaines situations, n'est-ce pas, de mettre à l'écart les dispositions constitutionnelles. Bon, les cas que j'ai cités ne rentrent certainement pas dans les cas que je vise, dans l'abstraction, mais je vise l'hypothèse d'un président comme... Donc je vais prendre l'hypothèse du Burundi. Burundi, une élection organisée, un président est désigné, mais le président sortant décède avant la passation. Oui. Vous voyez que la juridiction constitutionnelle, plutôt que de faire jouer les mécanismes de la vacance, a estimé que le président qui avait été élu devait directement entrer en fonction. Certains pourraient parler de coup d'État constitutionnel, mais non. Bon, cela vise également l'hypothèse où il y a un coup d'État. Donc, en cas de coup d'État, ou alors où le pays est sous la force militaire. Donc, mais, dans toutes ces hypothèses, pour qu'on ne parle pas de coup d'État, il faudrait qu'il y ait l'imprimatur de la juridiction constitutionnelle et que la situation, n'est-ce pas, qui a dicté cette solution exceptionnelle puisse être réelle. N'est-ce pas, comme dans le cas de Tchad, on a évoqué, n'est-ce pas, des rebelles qui étaient en train d'avancer vers N'Djamena. Donc si cette hypothèse était vérifiée, je pourrais admettre que l'on puisse déroger, et ça n'engage que moi, en tant que constitutionnaliste, que l'on puisse déroger aux règles de la vacance normale pour donner le pouvoir à un militaire, du moins provisoirement. Je voudrais, pour rester sur le cas du Tchad, dire que c'est un pays assez exceptionnel. Le Tchad a connu beaucoup de coups d'État et le Tchad a été pendant longtemps sous les militaires. C'est pas après Tolbabaï, on a eu Maloum qui a été renversé par Goukouni Ouédé, un autre militaire, renversé lui-même par Hissène Habré, c'est pas en 82. Ensuite Hissène Habré, renversé par Idriss Déby. Et c'est le président Idriss Déby finalement qui va organiser la conférence nationale
et adopter une nouvelle constitution en troquant le treillis militaire contre la Gandoura. Donc, c'est une situation particulière quand même. Et je crois que lorsqu'on voudrait juger, lorsqu'on voudrait porter un jugement constitutionnel, il faut toujours tenir en compte la particularité des situations. Donc, je peux comprendre la situation tchadienne. Est-ce que le Conseil constitutionnel a la capacité d'inventorier des vides constitutionnels pour tenter de les combler? Non, ce n'est pas la vocation du Conseil constitutionnel de combler des vides constitutionnels. Oui. Donc, le même Conseil en faisant constitutionnel, des propositions, ce n'est pas... Même faire une proposition, ce n'est pas possible. non, ce n'est pas possible. Disons, il peut être saisi dans peut le être cadre de... Il a une fonction que j'appelle consultation technique. Oui. Il peut être saisi par les autorités qui ont ce pouvoir pour interpréter les dispositions de la Constitution, du Code électoral ou alors les dispositions parlementaires. Donc, dans ce cas, il peut combler un vide. Il peut combler un vide également devant une situation. C'est-à-dire, il a été saisi, mais il n'y a pas dans l'ordre juridique ou dans le texte constitutionnel des dispositions précises qui doivent régir la situation. À ce moment, donc, il peut créer le droit. Il peut créer le droit. Oui. Ah, d'accord. Ok. Maintenant, on était sur les coups d'État. La récurrence des coups d'État qu'on a ces dernières années, ou bien ces derniers mois, notamment en Afrique de l'Ouest, est-ce que ce n'est pas la faiblesse? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que vous n'y voyez pas en tant que constitutionnaliste une faiblesse de nos constitutions? Quelle lecture l'intellectuel peut en faire? Bon, j'ai mené une réflexion avec un ami qui est professeur, qui est enseignant à l'Université de Paris 8. Il s'appelle Bala Cissé sur le coup d'État. Et vous demandez, est-ce que ce n'est pas la faiblesse de nos constitutions? Je dirais non, ce n'est pas la faiblesse de nos constitutions, ni la faiblesse de la démocratie. Disons, on ne peut pas dire de manière absolue. Dans certains cas, le coup d'État est occasionné par, comme vous avez dit, la faiblesse de la démocratie. Si on prend par exemple le coup d'État qu'il y a eu au Mali, le coup d'État qui a renversé le président Traoré, n'est-ce pas? Donc c'était le président Traoré, alors que le mouvement de conférence était inévitable et que la démocratie était inévitable, n'est-ce pas? Il était réticent, il a réprimé une grève, une manifestation violemment, et, n'est-ce pas, il y a eu renversement. Donc on peut également citer d'autres cas, mais il y a des hypothèses où le coup d'État résulte justement des revers du régime démocratique. Si je prends le coup d'État qu'il y a eu, par exemple, en Algérie, le président Charlie Bendiadi décide d'ouvrir le pays à la démocratie. Il autorise la création des partis politiques et dans ces entrefaites, il y a un parti, le FIS, le Front Islamique du Salut, qui, n'est-ce pas, est créé en violation de la Constitution, puisqu'elle interdisait des partis créés sur base religieuse. Et ce parti va capitaliser la sympathie des Algériens. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Il rafle tous les sièges aux élections communales, mais également au premier tour des élections législatives. Et donc, l'armée a peur qu'on aboutisse à une guerre civile. Elle intervient pour renverser, n'est-ce pas, le président en place et pour déclarer ce parti hors la loi. Donc, c'est ce qui explique la guerre, d'ailleurs, qu'a connue l'Algérie, la période très noire qu'a connue l'Algérie. Professeur, c'était là la source de ma première question, quand je parlais de l'origine de la Constitution. Oui. Est-ce que, sociologiquement, si vous enlevez à un peuple ses manières, ses arts de vivre, pour lui proposer autre chose, je dis n'importe quoi, c'est-à-dire vous êtes dans un contexte où des gens sont fondamentalement religieux. Est-ce qu'il n'est pas normal que la Constitution prenne en compte leur dimension religieuse, quitte à ce que, au fur et à mesure que la laïcité vienne combler ou bien réparer ce qu'on peut considérer comme le déficit entre la société religieuse et la société républicaine qu'on veut construire? Bon, moi je pense que, disons, la laïcité, je l'ai dit dans l'ouvrage, elle doit être considérée pour moi comme une digue.
On m'a posé la question au concours d'agrégation en France, hein, et c'était une question piégée. Parce qu'on m'a demandé quelle est votre conception de la laïcité. Oui. D'accord? Oui. Donc, j'avais expliqué que pour moi, la laïcité est une digue. La laïcité n'est pas une religion qui doit permettre à tous les courants religieux de s'exprimer. Donc, je ne suis pas pour une emprise du religieux sur la vie politique. En effet. Mais la laïcité permet d'organiser, et je crois que c'est le Bénin qui donne l'une des meilleures conceptions. La laïcité est un principe d'organisation politique qui signifie la neutralité, n'est-ce pas, de l'État. Donc l'État n'adopte pas une religion, n'est-ce pas? On a connu en France le catholicisme qui était la religion d'État. On connaît aujourd'hui en Mauritanie, par exemple, l'islam. C'est la religion d'État. Donc la laïcité signifie que l'État n'adopte pas une religion. Ça signifie également que l'État ne subventionne pas. Les gens ne s'immiscent pas dans la vie. Et s'il veut subventionner, il doit le faire de façon égalitaire. Donc la laïcité doit permettre aux religions de s'exprimer. La laïcité ne peut pas aboutir, n'est-ce pas, à brimer les religions. Et c'est malheureusement vers quoi on est en train d'aboutir en France. Parce que la France a une conception particulière de la laïcité. Oui. La France, on a l'impression que la France repouve le fait religieux. 2004, interdiction des signes religieux ostentatoires, interdiction du voile islamique, etc. Mais aux États-Unis, par exemple, le président en prête serment sur la Bible, ou disons, le texte de son choix, le livre au sein de son choix. D'accord? Donc, il y a plusieurs conceptions, et on n'est pas obligé d'épouser la conception française. La conception béninoise me semble être celle qui répond le mieux à la société africaine. Parce que l'Africain est fondamentalement religieux, vous ne pouvez pas lui enlever ça. Disons l'être humain en général. L'être humain a une dimension religieuse. Bon, les autres peuples, je ne peux que parler de l'Africain. Oui. Donc, du coup, revenu sur les coups d'État tel qu'on en parlait, vous étiez sur le Mali. Voilà. J'étais plutôt sur, par exemple, le coup d'État qui a renversé Mohamed Morsi, n'est-ce pas? Qui a été renversé par le maréchal. Mohamed Morsi a été élu démocratiquement. Mais ce coup d'État ressemble au coup d'État d'Algérie de 1991. Parce que Mohamed Morsi, il est issu du parti des frères musulmans. Oui. Et ces partis islamistes ont le vent en poupe lorsque le peuple, n'est-ce pas, est déçu de la vie politique. C'est pour ça qu'il se retourne vers ses dirigeants. Alors, un autre coup d'État qui résulte du mauvais apprentissage de la démocratie, c'est un coup d'État qui est assez comique, c'est le coup d'État du Niger. En 1996, au Niger, il y a une situation particulière en droit constitutionnel. On a une situation de cohabitation entre le président Mohamed Ousmane et le président Amanitou Manitouri. Non, qu'est-ce que je dis? C'est bien Amanitou Manitouri. Non, le président Mamadou Tandja. Oui, Mamadou Tandja, oui, qui est victorieux aux élections parlementaires. Donc, on a une situation de cohabitation où le président de la République n'est pas du même bord politique que le Premier ministre. En France, on a connu ces situations entre 86-88, 93-95, 97-2002. Et ça a été réglé politiquement et le Conseil constitutionnel est intervenu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est dans une situation où la démocratie a fait aboutir une cohabitation. Alors, ils se sont neutralisés réciproquement. C'était d'ailleurs trois autorités, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, président, ils se sont neutralisés. Et cela a pourri la vie politique. Pendant plusieurs années, il y avait d'ailleurs une épidémie et une crise économique. Alors, dans ce contexte, va intervenir le général Maïna Sara, Barré Maïna Sara, qui va arrêter ces trois autorités et se proclamer président. Et il sera assassiné quelques temps après par un élément de sa garde rapprochée. Donc vous voyez, ce coup d'État vient du mauvais apprentissage de la démocratie. Parce que pour moi, la démocratie, c'est la forclusion de la violence, c'est la cohabitation avec l'opposition. Et les politologues ont une notion que j'aime bien, n'est-ce pas,
la sportisation de la vie politique, la sportisation des rapports politiques. Mais dans le cas que je viens de dénoncer, vous voyez très bien qu'on est pris de coup dans une situation de cohabitation et ça aboutit malheureusement. Face à toutes ces situations, prof, oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Conseil constitutionnel devrait prendre plus de pouvoir? C'est-à-dire que devrait prendre plus de prérogatives pour avoir la possibilité de réparer certains dommages, par exemple, en cours, sans que le problème ne soit posé. Ouais, c'est pour cela que je me bats. Je peux même dire que c'est ma raison scientifique, oui, pour le faire entendre. Mauro Capelletti disait « Le 19e siècle a été le siècle des parlements. Le 20e siècle sera le siècle des cours constitutionnels. » Je reprends à mon compte sa pensée, mutatis mutandis, en disant « En Afrique, le 20e siècle a été le siècle des présidents et des hommes forts. Le 21e siècle sera le siècle des juridictions constitutionnelles. » Pourquoi je le dis? La juridiction constitutionnelle est une chance pour le président lui-même. Pourquoi? Parce que lorsque vous dirigez avec, n'est-ce pas, l'assentiment, les avis de la juridiction constitutionnelle, cela conforte le pouvoir. Cela confère une légitimité plus grande. Donc je pense, comme vous l'avez dit, que la juridiction constitutionnelle doit être renforcée. De même, lorsqu'on donne la possibilité aux citoyens de pouvoir saisir la juridiction constitutionnelle, cela, à mon avis, fait que les citoyens se désintéressent de la vie politique et cela peut conforter le régime politique. Pourquoi? Parce que le citoyen a des moyens autres que le changement de régime politique pour arriver résoudre des problèmes. Pour résoudre des problèmes. On n'aurait pas nécessairement besoin de changer la tête de l'État pour résoudre un problème social. Absolument. Et je vais vous faire remarquer que les pires régimes totalitaires et dictatoriaux, régimes Hitler, etc., ils autorisaient les droits administratifs pour faire oublier la violation des droits politiques. Donc je pense que la juridiction constitutionnelle mérite, n'est-ce pas, d'être renforcée. Disons, c'est même un phénomène irréversible. Hein. Regardez ce qui se passe. La juridiction constitutionnelle aujourd'hui, c'est elle qui décide qui est président. Vous êtes d'accord avec moi? Et souvent, il y a des contestations, comme on a connu au Gabon, les gens Ping, au Cameroun avec le professeur Kamto, et n'est-ce pas, en RDC, j'allais dire, oui, en RDC avec Fayoulou. Donc vous voyez qu'elle est importante parce que c'est la juridiction constitutionnelle qui dit qu'il y a le président de la République. La juridiction constitutionnelle peut également prendre des décisions incomprises comme celle que l'on a connue au Gabon. C'est pas la décision du 14 novembre 2018 où Mme Borancho, qui est la présidente de la Cour constitutionnelle, a presque réécrit la Constitution. Un autre juge aurait pu constater la vacance. Elle a permis de maintenir le président en place. Oui, disons que c'est discutable. Oui. Ça, c'est mon point de vue. Oui. Donc la juridiction constitutionnelle, pour moi, n'est pas une menace. Et je vais vous dire, toutes les fois que la juridiction constitutionnelle a été menacée, cela a été payé cash. Rappelez-vous de Mamadou Tandia en 2009. Il voulait reviser la Constitution pour se maintenir pour un 3e mandat, pour une 6e République. Par 3 fois, la juridiction constitutionnelle s'est opposée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un décret pour envoyer la juridiction constitutionnelle. Il y a eu le coup d'État quelques temps après, et la juridiction constitutionnelle est renée de ses cendres. Je vais prendre le cas du Mali. Il est vrai que le Mali, c'est la juridiction constitutionnelle qui a été elle-même fauteur de troubles. Parce que tout part d'un contentieux mal liquidé, mal jugé. Et c'est l'occasion de dire que la fonction de juge constitutionnel est une fonction sérieuse. Même si c'est politique, la juridiction constitutionnelle, on n'y peut rien. Mais même si on veut rendre des solutions politiques, il faudrait une élégance, une esthétique juridique. Donc au Mali, il y a eu ce contentieux mal vidé qui aboutit, n'est-ce pas, à des contestations. Et le président de la République, n'est-ce pas, a renvoyé quelques membres de la juridiction constitutionnelle. Et quelques temps après, il a été renversé. Bon, dans ce cas, c'est la juridiction constitutionnelle qui est à l'origine des problèmes. Donc je pense aussi aux Comores, n'est-ce pas, où la juridiction constitutionnelle a été suspendue. Pour moi, ça n'augure pas d'un bel avenir. Je crois qu'il faut composer avec
la juridiction constitutionnelle. Est-ce qu'on peut dire en mots simples que le Conseil constitutionnel permet d'institutionnaliser une république? C'est-à-dire, quand je dis institutionnaliser, c'est-à-dire dépersonnaliser les relents qu'on peut retrouver dans l'exercice de la fonction présidentielle ou bien des fonctions au sein d'une république pour que l'institution demeure. Parce que quand vous regardez le système américain, par exemple, vous sentez vraiment que, relativement, hein, quand je dis vraiment, c'est pas excessif, relativement que l'institution est au-dessus de l'individu. Et il me semble que nos républiques devraient tendre vers cela. Est-ce que notre conseil constitutionnel notamment au Cameroun, facilite cela? Est-ce qu'on peut y arriver? J'espère que vous ne parlez pas de république comme forme de gouvernement, parce que au Maroc, c'est une monarchie constitutionnelle. Donc on ne doit pas limiter la juridiction constitutionnelle à la République, mais je semble vous avoir compris. Oui. Donc je crois que oui, la juridiction constitutionnelle permet justement de, vous avez dit, institutionnaliser les rapports sociaux. Oui. Et c'est une garantie pour tout le monde. Donc pour moi, je suis un légaliste. Si la juridiction constitutionnelle déclare telle personne est président, la personne est président pour moi. Maintenant, on peut avoir des critiques. D'accord? Donc moi, je pense que c'est une chance. Mais pour que la juridiction constitutionnelle soit acceptée, il faudrait qu'elle rende des bonnes décisions. Il faudrait des hommes courageux. Et il faudrait, je vais vous parler d'une petite anecdote qui concerne le président Badinter, qui avait été nommé par François Mitterrand et qui était son ami. Et lors de son installation, il a dit au président, François, tu m'as ouvert les portes de la République, les lustres et tout, mais j'espère que tu es sans ignorer qu'à partir de cet instant, j'ai à ton égard une vertueuse ingratitude. Donc ça veut dire qu'il faut des hommes qui soient capables de dire le droit, qui soient capables de manifester, n'est-ce pas, dans leur œuvre, n'est-ce pas, le respect de la Constitution, le respect. Donc on a certains pays qui se distinguent sur le continent. C'est le cas du Bénin. Hein. Du Bénin, c'est vrai que la situation est assez confuse, je l'ai évoqué en début d'émission, mais ça reste une grande juridiction, n'est-ce pas? Notamment, on peut citer également la Haute Cour constitutionnelle malgache, qui fait des choses exceptionnelles. La Cour constitutionnelle sud-africaine. Donc, je pense que c'est une chance pour notre constitutionnalisme. Il faut dire à nos téléspectateurs que les décisions de la Cour constitutionnelle du Conseil constitutionnel sont inattaquables. Oui, bien ça. Oui. Et elles s'imposent aux autorités civiles, militaires, etc. Mais pour cela, il faudrait que cette décision soit légitime. Et il faudrait que ces décisions soient bien rendues, n'est-ce pas? Sinon, vous allez dire que les décisions sont inattaquables, mais on peut aboutir, comme dans l'exemple que j'ai cité, à un coup d'État. Après une décision un coup d'État civil, comme on a connu au Burkina. Oui, allez-y. Au Burkina, la juridiction constitutionnelle était en faveur du président, mais quelques temps après, il a été renversé par la rue. Pour le commun, le Conseil constitutionnel apparaît généralement lorsqu'il y a des élections, et seulement. Oui, comment ça se fait? C'est malheureusement, disons que notre Conseil constitutionnel a beaucoup de compétences, je les ai déjà énumérées, oui. Mais là où il a rendu le plus de décisions, c'est en matière électorale. Ce qui fait dire que c'est un conseil électoral, un haut conseil électoral. Mais je pense qu'il a d'autres chaires de compétences qui ne sont pas encore développées. Et pour cela, à mon avis, il faut des réformes. Par exemple, en ce qui concerne les autorités, le président des exécutifs régionaux, je crois qu'il faut donner aussi la possibilité à une proportion du conseil régional pour saisir le conseil à des mêmes fins. Je crois qu'il faut ouvrir la saisine aux citoyens pour ce qui concerne les droits fondamentaux. Quand il y a une session de l'Assemblée nationale, par exemple, l'Assemblée nationale adopte une loi, la transmet au Sénat. Quel rôle joue le Conseil constitutionnel après? Disons que la loi, ensuite le président de la République
S'il n'a pas promulgué la loi, n'est-ce pas, le Conseil constitutionnel peut être saisi par les autorités que j'ai énumérées. Oui. Mais vous me permettez d'évoquer un point qui mérite réforme. Oui. Lorsque le président de la République publie une loi, elle a un caractère immaculé. Parce que le Cameroun ne connaît pas le contrôle a posteriori. Oui. Ça veut dire que le président, pour bloquer un contrôle de constitutionnalité ou alors la saisine du Conseil, il peut se précipiter à publier une loi. Ce qui est un problème. Oui, ce qui est un problème. On aurait dû certainement dans la chaîne des prérogatives donner la possibilité à l'Assemblée nationale, au Sénat, que la loi soit transmise au Conseil constitutionnel avant que le président de la République la promulgue. Non, ça, ce serait un contrat obligatoire systématique. Et c'est contre-productif parce qu'on va surcharger le Conseil constitutionnel. Donc le contrôle obligatoire existe, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les règlements intérieurs des assemblées. Il existe également en France pour les lois organiques. Mais c'est des tests particuliers. Parce que la loi organique est comme une loi qui continue l'œuvre du constituant. Donc il est nécessaire que le Conseil constitutionnel y jette un coup d'œil. Il en va de même pour le règlement organique qui organise quand même la vie du Parlement. Il ne faudrait pas que le Parlement adopte un règlement qui rentre en contradiction à la Constitution. Mais soumettre systématiquement toutes les lois, n'est-ce pas, un contrôle de constitutionnalité, je suis contre. On ne peut pas. On doit saisir si on a identifié, n'est-ce pas, une disposition qui soit contraire à la Constitution. Et c'est une question qu'on a traitée tout à l'heure. Vous pouvez ne pas avoir qualité pour saisir le Conseil constitutionnel, mais vous trouvez qu'il y a quand même quelque chose d'anticonstitutionnel dans une loi. Oui, le doyen Georges Vedel, à l'époque, il parlait des portées étroites. Bon, je ne sais pas si ça existe au Cameroun. Oui. C'est-à-dire, il disait, rien n'interdit à un citoyen d'écrire à une autorité qui a le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel pour attirer à son attention. Par exemple, vous pouvez écrire au président de la République pour dire je vous prie de saisir le Conseil constitutionnel ou alors au président de l'Assemblée nationale. Mais on reste là sur la simple volonté d'acceptation ou pas de celui que vous avez saisi. C'est pour cela que le doyen Georges Vedel a parlé de porte étroite. Ce n'est pas une porte ouverte, c'est une porte étroite. Mais je ne suis pas pour que l'on donne aux citoyens la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel par voie d'action contre des lois, si il n'évoque pas la violation de ses droits fondamentaux. Donc je suis contre cette... Et si on avait violé les droits fondamentaux d'un groupe social par exemple? Vous voulez parler de quoi? De l'action du groupe ou Non, d'un groupe social, c'est-à-dire que si une loi vient violer des pratiques culturelles d'un groupe social. Non, quand je parle de citoyen, c'est largement. Oui. Le citoyen doit exprimer ses droits, il peut exprimer ses droits individuellement, mais il peut exprimer avec les autres dans le cadre d'un groupe. Oui. Donc à ce moment, on pourrait donner également la possibilité, mais ça doit être toujours dans l'hypothèse de violation d'un droit fondamental. Je suis en revanche favorable à l'ouverture, n'est-ce pas, d'un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception. Pas forcément suivant le modèle de la QPC française, n'est-ce pas, qui est un modèle qui a quand même, qui a du succès, un franc succès en France. Je vous renvoie aux 2 derniers rapports du Conseil constitutionnel français. Mais il y a d'autres modèles. Au Bénin, par exemple, le Bénin allait très largement. Le citoyen peut saisir directement, etc. Il y a en Espagne le recours d'amparo, n'est-ce pas? Et en Allemagne aussi, il y a ce qu'on appelle la Verwaltungsbeschwerde, j'espère que je prononce bien, qui est une forme de recours direct. Mais on peut insérer des filtres pour éviter l'engorgement du Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel n'est pas une juridiction comme les autres. Hein, c'est pour cela que, victime de son succès, on avait surnommé la Cour constitutionnelle du Bénin la Cour des miracles. On estimait qu'elle en faisait trop. Merci infiniment, professeur Eringa Ngoyoumbi. Merci d'avoir partagé avec nous cet entretien. Je présente au public votre ouvrage sur la justice constitutionnelle au Bénin, logique politique et sociale. Il est publié par l'Harmattan.
Il est disponible dans les librairies de l'Harmattan et dans tous les lieux, les lieux de vente des livres et des bouquins. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure notre entretien? Je tenais à dire ce dernier mot. Je voudrais dire, vous avez évoqué un ensemble de publications qui m'ont créé des problèmes, mais j'étais très étonné que ces problèmes ne viennent pas du Conseil constitutionnel que j'ai critiqué, ni des pouvoirs publics, mais viennent de l'université. Je vais conclure en disant que j'adopte, n'est-ce pas, ces paroles du doyen Georges Vedel, qui est un grand dans notre domaine, qui définissait le destin de l'universitaire, et je veux le dire à mes aînés, donc ce n'est pas tous mes aînés qui sont contre moi, il y a des aînés qui sont tout à fait bienveillants, qui me couvrent d'attention, je ne veux pas les citer, parce qu'au Cameroun, on m'a appris de ne pas citer ses soutiens, ou bien ceux qui ont de l'estime. Donc le doyen Georges Vedel disait, le destin de l'universitaire est celui d'un homme libre à qui est confié d'autres hommes libres. Merci infiniment, professeur. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt sur Africa TV. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'aller lire ces ouvrages, lire ces articles. Et on se retrouve très bientôt sur Africa TV.